Aujourd'hui, la situation économique des entreprises n'a jamais été aussi mauvaise depuis la crise des années 30 à cause de la crise des mesures anti-Covid. Le chômage est à des niveaux records avec 800 000 nouveaux demandeurs d'emploi chaque semaine aux USA. Pour rappel, 800 000 nouveaux demandeurs d'emploi par semaine était le niveau paroxysmique et très ponctuel de la crise de 2008. Aujourd'hui, c'est le niveau de stabilisation, la normale. Faites bien attention au changement d'échelle entre les deux graphiques. Quant aux entreprises de petite et moyenne taille, elles sont maintenues en vie à bout de bras grâce à des prêts subventionnés de l'État et la capacité d'achat de leurs clients est également maintenue grâce à des injections massives d'argent directement dans les poches des particuliers. Et pourtant, les marchés montent. La raison de cette hausse est bien connue. Tant que les banques centrales injecteront de l'argent, alors l'épargne ira s'investir dans les marchés actions et immobiliers car ce sont des placements dans des biens tangibles. Aujourd'hui, je voudrais vous donner la vision de George Gammon qui est un Américain avec une chaîne YouTube qui fait de bonnes analyses. Si vous parlez anglais, allez voir si vous ne le connaissez pas déjà. La conclusion de son analyse est simple. Les marchés finiront par définitivement craquer à la hausse sous le poids de l'inflation des actifs financiers. Je vous propose de comprendre pourquoi et surtout de voir comment s'en sortir en repensant son portefeuille financier de façon à profiter pleinement de notre capacité à placer notre argent partout sur la planète. Allez, c'est parti! L'idée de Gammon est simple à expliquer. Depuis la bulle Internet, les banques centrales ont progressivement monétisé les crises grâce à l'impression monétaire. C'est ce que l'on appelle le Fed Put pour impulsion de la Fed. L'Europe a eu droit à son BCE Put de la même façon puisque sur 20 ans, les bilans de la Fed et de la BCE sont partis d'à peu près les mêmes niveaux pour arriver à des records de taille de bilan plutôt équivalents. C'est pour cela que l'on parle d'injection monétaire en comparaison avec le comportement autodestructeur d'un drogué qui se fait du mal pour gagner un peu de temps avant d'être confronté à la réalité. Mais ce n'est pas tout. George Gammon pointe un fait important lors de la crise de mars 2020 dont je me souviens très bien car cela m'avait empêché de dormir durant plusieurs jours à l'époque. Le 3 mars 2020, alors que les marchés américains chutent de 12% en une semaine, la Fed baisse ses taux de 0,5%, ce qui est beaucoup puisqu'ils sont à 1,75% à l'époque. Et là, vous pouvez voir que cela ne suffit pas. Les marchés continuent de s'effondrer. Ils perdent de nouveau 10% en une semaine entre le 5 mars et le 13 mars. À ce moment-là, lors du week-end du 15 mars, la Fed annonce qu'elle met ses taux d'intérêt à 0%. Alors, le 15 mars très précisément, la Fed a baissé brutalement ses taux d'intérêt directeurs à 0%. Mais voilà, la chute des marchés se poursuit. Cette seconde baisse des taux d'intérêt n'arrête pas la baisse des cours. Il faudra donc l'annonce du CARES Act, qui est le premier programme de soutien financier directement à la population pour que les marchés repartent. Pour la première fois depuis 20 ans, ce ne sont donc pas les injections des banques centrales qui ont fait repartir les marchés, mais bien les fameux hélicoptères monnaies. Pour rappel, ce que l'on appelle un hélicoptère monétaire, c'est une politique de distribution d'argent à la population issue de l'impression monétaire par la banque centrale. Or, c'est bien ce qui se passe puisque les banques centrales, que ce soit aux USA ou en Europe, vont acheter la très grande majorité des obligations d'État émises par le gouvernement américain pour financer ces programmes de soutien direct à l'économie. C'est pour cela que l'on peut dire que l'illusoire indépendance entre les banques centrales et le gouvernement a volé en éclats à partir de mars 2020. Il y a aujourd'hui une fusion de fait entre les banques centrales et leur gouvernement de tutelle. C'est pour cela qu'en mars 2020, j'ai très mal dormi. Toute la question à l'époque était de savoir si ces programmes d'injection monétaire allaient suffire pour empêcher les marchés de craquer et l'économie de sombrer. C'est ce que nous raconte la vidéo de George Gammon. Ce que l'on appelle l'impulsion des banques centrales, le Fed Put ou le ECB Put, a été remplacé par l'impulsion du gouvernement, le Government Put. Et c'est pour cette raison que je reste très précautionneux sur les marchés. Quelle que soit la fin de l'histoire, cela ne peut pas bien se passer puisque l'on surnage dans cette crise grâce à de la monnaie qui est imprimée sans contrepartie. Alors, que nous dit George à ce stade? Son point de vue est simple. Puisque les États, gouvernements et banques centrales réunis ont décidé de gonfler l'économie et les marchés à l'argent factice, les marchés et les biens tangibles vont craquer à la hausse.
une fois que les injections monétaires du gouvernement seront devenues tout aussi inefficaces que les injections des banques centrales. C'est le sens du dessin de George Gaiman sur son fameux tableau blanc. Les États continuent d'injecter pour soutenir les marchés. À un moment, les marchés n'y croient plus et craquent. Et c'est à ce point que les États impriment de plus en plus et transforment le dollar ou l'euro en monnaie de singe. À partir de là, les bourses explosent car il vaut mieux avoir des actions qui suivent l'inflation plutôt que du cash qui ne vaut plus rien en quelques mois. C'est ce qui s'est passé en Argentine lorsque le peso argentin s'est cassé la figure. Tenez-vous bien, les marchés argentins ont connu une hausse parabolique entre 2013 et aujourd'hui. Ils ont été multipliés par 25 000. Bien évidemment, le taux de change du peso argentin a fait le chemin dans l'autre sens. Et c'est là qu'il faut que nous parlions du dollar. Si vous regardez la bourse américaine, le S&P 500, alors il est en hausse de 12% par rapport à son plus haut d'avant-crise. Les Américains sont donc très contents et l'humeur est à la fête sur les marchés. Mais voilà, si vous ramenez le S&P 500 qui est coté en dollars à un panier de devises internationales, alors ce n'est pas la même chose. Louis-Vincent Gave a produit ce graphique pour Gavekal Research en ramenant le S&P 500 suivant l'évolution du Dixie. Dans ce cas, on voit que les marchés US, tout comme les marchés mondiaux, ont rattrapé leur niveau d'avant-crise, mais pas plus. Vous allez me dire que c'est déjà pas si mal, mais il ne faut pas oublier que le Dixie, c'est plus de 50% d'euros, donc un panier de monnaie très proche du dollar en réalité. Si vous faites le calcul face au yuan, la monnaie chinoise, alors le bilan est bien plus mauvais. Par rapport au yuan, le dollar a perdu 9% depuis le 25 mars 2020. Le S&P 500 exprimé en yuan est donc 10% plus bas par rapport à son niveau d'avant-crise. Là encore, vous allez me dire que ce n'est pas si mal, puisqu'on est allé à moins 40% au pire de ce crack. On a déjà bien récupéré. Oui, mais il ne faut pas oublier que le yuan est structurellement sous-évalué par rapport au dollar et à l'euro, dans un accord tacite entre les USA, l'Europe et la Chine, car les Chinois sont prêts à vendre moins cher aux Occidentaux pour finaliser la construction de leur demande intérieure. Le jour où la Chine décide de remonter structurellement les monnaies asiatiques face à l'euro et au dollar, il n'est pas impossible que le yuan soit jusqu'à 2 fois plus élevé qu'aujourd'hui. Dans ce cas, la bourse de New York commencera à ressembler furieusement à la bourse de Caracas en Argentine. C'est précisément dans ce cadre que je travaille dans ma lettre d'investissement que je corédige avec Guillaume Rouvier et avec la participation de Charles Gave. L'idée maîtresse, c'est d'équilibrer le portefeuille entre des actifs tangibles qui suivent cette dépréciation monétaire, du cash dans des monnaies qui ne monétisent pas trop, voire pas du tout la crise des mesures anti-Covid, des obligations en Chine bien évidemment puisque la Chine n'a pas imprimé pendant cette crise et qu'elle rémunère ses obligations à plus de 3%. Et enfin, des actions bien sûr dans des secteurs clés comme le Japon, l'Asie, mais aussi la high-tech sans passer par les excès du Nasdaq bien évidemment. Si vous partagez cette analyse, alors vous pouvez vous abonner à ma lettre d'investissement en cliquant sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou via les liens en description. Sur ce, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes. Et pour recevoir le guide de l'investissement de ceux qui ont déjà réussi, inscrivez-vous ici.